Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur l'Investisseuse Quantique, la seule chaîne francophone qui décrypte l'actualité business et financière des technologies quantiques. Aujourd'hui, on met à jour nos portefeuilles avec des informations cruciales. On commence par un signal d'achat fort côté politique avec un congressman américain qui achète des actions quantiques. On analyse également les excellents résultats financiers d'IBM. On découvre comment l'intelligence artificielle va coder à notre place. Et bien évidemment, on fait un tour en Europe avec un sommet critique sur la cybersécurité post-quantique. Prenez de quoi noter, c'est parti. Alors, comme j'indiquais, on démarre cette revue d'actualité par une information qui nous vient du réseau social X, où on apprend qu'un membre du Congrès américain a déposé un formulaire pour acheter des actions IonQ. Alors, ça vient de X, donc bien évidemment à prendre avec des pincettes, mais le timing est parfait en tout cas, parce que IonQ vient d'être sélectionné par le DARPA, qui est en gros l'agence de recherche et développement de la défense américaine, pour le programme de réseau quantique ARC, afin de développer des architectures interconnectant différents types de qubits. Donc IonQ, effectivement, ils ont été sélectionnés. Ils sont pas les seuls, en tout cas, qui ont été sélectionnés sur ce sujet. Il y a aussi Inflection qui a été sélectionné par le DARPA, donc avec un contrat de 2 millions de dollars pour le fameux programme, le fameux programme ARC. En tout cas, comme je disais, apprendre toujours avec des pincettes les nouvelles qui viennent de X. Mais ce qu'on sait, en tout cas, c'est que les mouvements boursiers des élus américains, le fameux insider tracking, sont scrutés à la loupe par les marchés. S'ils achètent, cela signale souvent une anticipation des futurs contrats gouvernementaux. Dans le cas d'IonQ, on voit qu'il y a un contrat gouvernemental avec le DARPA. Est-ce qu'il y en a d'autres dans les tuyaux? On le saura bientôt. Donc, c'est soit des futurs contrats gouvernementaux ou des avancées imminentes niveau réglementation. Donc, en tout cas, aujourd'hui, il y a des gens, comme cette page en fait que je suis aussi, qui suivent effectivement ce fameux Congress Trade pour vérifier, voilà, de temps en temps qu'on n'a pas des congressmen, des sénateurs, etc., qui achètent des actions dans le domaine du quantique. C'est un indicateur de confiance qui peut être redoutable pour les investisseurs, d'autant que IonQ prouve sa capacité à innover techniquement sur les mémoires quantiques et que on voit bien qu'ils ont été sélectionnés, comme je partageais ici, avec aux côtés d'Inflection pour le programme du DARPA. Prochaine actualité, cette fois, on va parler d'intelligence artificielle qui va au secours du code quantique. Donc, l'entreprise classique vient de dévoiler une couche logicielle basée sur un agent IA. Donc, c'est ce qu'ils ont indiqué en fait dans la presse release qui date du 23 avril, donc c'est très très récent, ça date d'hier. Donc ils ont indiqué qu'ils ont dévoilé voilà une nouvelle couche logicielle qui est basée sur un agent IA qui permet de transformer des simples requêtes en langage naturel en applications quantiques exécutables et structurées. En gros, là ils viennent de créer le cloud code du quantique en gros. Donc c'est assez impressionnant. Donc contrairement au simple assistant code, ce système génère, optimise et valide des programmes pour des vrais matériels quantiques. Donc ce qu'il faut noter, c'est que c'est le premier agent quantique du niveau d'un expert qui est capable de produire du code de manière agnostique, c'est-à-dire qu'il sera compatible à l'avenir avec n'importe quelle machine quantique. Et c'est un move intéressant, d'autant plus que euh, comme je l'indique dans ma vidéo sur les gagnants du quantique, aujourd'hui, on n'a pas de standard sur la partie hardware qui a gagné. Donc, c'est intéressant d'avoir ce type d'entreprise qui propose de façon agnostique des agents IA qui vont permettre de produire du code et qui vont pouvoir s'exécuter sur n'importe quel type d'hardware quantique. Donc, en tout cas, c'est un game changer absolu. Aujourd'hui, la complexité du code et le manque de talent
Donc, je l'avais indiqué dans la vidéo d'actu d'il y a 2 semaines, qu'il y a un gros manque de talent en fait sur le secteur du quantique. Donc, si vous cherchez du travail, n'hésitez pas à regarder dans ce secteur. Donc, le manque de talent freine les entreprises. En automatisant ce processus avec l'intelligence artificielle, donc classique, ce qu'ils font en réalité, c'est de démocratiser l'accès au quantique pour toutes les branches qu'on connaît, donc la finance, la pharmacie, le spatial. Et du point de vue de l'investisseur, la flexibilité de leur programme, c'est un atout vraiment défensif. Donc, les applications qui sont créées, elles resteront valables, peu importe qui gagne la guerre du hardware. C'est ce que j'indiquais tout à l'heure, parce qu'aujourd'hui, on est loin, loin, loin d'avoir un gagnant sur ce sujet. Prochaine actualité, il s'agit d'une introduction en bourse. J'ai fait une vidéo dédiée sur les introductions en bourse dans le secteur quantique. Je vous invite à aller la voir. On parle notamment des SPAC, comment ces formes d'introduction en bourse ont ruiné certains investisseurs. Mais sur le cas en fait de Continuum, qui est une filiale, qui est détenue en tout cas par Honeywell, ils ont fait ils ont rempli ce qu'on appelle un formulaire euh, S1 auprès de la Security Exchange Commission, donc la SEC, qui est un gendarme de la bourse américain, pour demander une introduction en bourse. Donc, ce qui est intéressant, c'est que cette introduction en bourse, elle n'a pas été demandée via un SPAC. Donc, si vous voulez savoir ce qu'est un SPAC, je vous invite à voir ma vidéo sur les introductions en bourse du secteur du quantique. Je décortique en long et en large ce qu'est un SPAC et pourquoi ça peut être dangereux pour les investisseurs. Dans le cas, en fait, présent ici, on a plutôt une introduction en bourse classique parce que les SPAC, pour résumer, c'est une introduction en bourse, on va dire, accélérée qui est faite dans un cadre qui ne permet pas de faire des vérifications approfondies, notamment sur les projections des entreprises. Et donc, on se retrouve avec des projections délirantes et qui ne sont pas du tout en accord avec les résultats de l'entreprise après, ce qui crée de la déception et les cours de bourse chutent. Et certaines entreprises ont perdu comme ça 95% après leur introduction en bourse via SPAC. Donc, c'est un mécanisme qui est assez dangereux. Dans le cas de Continuum, eh bien, c'est une introduction en bourse via un IPO classique. Donc, c'est un signe de maturité financière. Donc, le fait que Continuum choisisse la voie de l'IPO traditionnel, ça montre leur volonté d'attirer vraiment des capitaux institutionnels à long terme et ça prouve aussi la crédibilité de leur modèle. En tout cas, on verra bien. En tout cas, ils n'ont pas annoncé de valorisation officielle, mais apparemment, d'après ce qu'indique l'article ici, il y aura une rumeur sur le chiffre de 20 milliards de dollars de valorisation suite à l'introduction en bourse. En tout cas, à suivre de très près. Ça ne dit pas qu'ils vont pas cracher après leur introduction en bourse. Ça dit simplement qu'ils ont pris une voie beaucoup plus sécuritaire pour l'investisseur que celle du SPAC. Donc, à suivre avec attention. Autre actualité, on vient de Cisco. Cisco qui a fait une avancée assez incroyable dans le domaine du quantique. Ils ont présenté ce qu'ils appellent l'Universal Quantum Switch. Donc, l'Universal Quantum Switch, c'est un switch, un commutateur, un prototype en tout cas, qui est capable de connecter différents ordinateurs quantiques entre eux sans détruire l'information quantique. Donc, ça, c'est intéressant. Ce système, ce qui est encore plus intéressant, c'est que le système fonctionne à température ambiante sur des infrastructures fibre télécom existantes. Donc, on sait que le quantique nécessite des températures assez basses, 273 degrés Celsius, encore plus froid que l'espace interstellaire. Et ça coûte cher à maintenir. Et donc, Cisco propose un switch qui va fonctionner dans un écosystème, on va dire, à température ambiante. Eh bien, ça, c'est très intéressant parce que il y aura des économies, en tout cas, pour connecter les ordinateurs quantiques entre eux. Donc, forcément, l'ordinateur quantique, il aura besoin de se connecter à d'autres ordinateurs. Donc, il y aura forcément des réseaux d'ordinateurs quantiques. Et là, Cisco se positionne pour être le péage obligatoire de cet Internet quantique qui va arriver à l'ère de l'Internet, à l'ère de l'ordinateur quantique, en éliminant
le besoin de refroidissement cryogénique qui est très coûteux pour les réseaux. Donc, ils rendent en fait l'adoption commerciale du quantique beaucoup moins chère et infiniment plus scalable pour les entreprises. Donc, le move de Cisco est très très intéressant. Donc, ça fait une entreprise de plus, en tout cas, à suivre dans le secteur du quantique, parce que bien évidemment, on aura besoin de réseaux. Donc, Cisco se positionne déjà sur ce secteur. En France et en Europe, eh bien, ça bouge aussi. Donc, on va dire que l'écosystème européen ne dort pas. OVH Cloud, qui est un fournisseur de cloud français, propose désormais d'accéder à l'ordinateur quantique photonique 12 qubits du français Candela. Donc, deux Français qui travaillent ensemble, c'est génial. Euh, directement dans son cloud. Donc, OVH Cloud propose directement d'accéder à l'ordinateur quantique de Candela directement dans son cloud. Donc ça, c'est une bonne nouvelle à saluer. Donc, on voit que les Français travaillent entre eux. Autre entreprise française, c'est Pascal. Donc Pascal, de son côté, ils ont réuni 150 participants à Paris pour leur montrer l'intégration du quantique dans les supercalculateurs. Donc l'événement a été est stratégique, donc d'inviter comme ça, on va dire toute une flopée en tout cas d'industriels pour leur indiquer comment ils arrivent à intégrer l'informatique quantique dans des supercalculateurs. Ça peut intéresser des entreprises comme EDF par exemple ou d'autres, ou même des entreprises telles que les banques, le Crédit Agricole notamment, qui a participé à cet événement. Donc, on voit que Pascal a une stratégie aussi assez agressive pour indiquer que, pour le dire vulgairement, ils sont dans le game et ils ont, on va dire, fait une grande cérémonie comme ça pour présenter leurs avancées à leurs aux différentes personnes, aux différentes entreprises qui peuvent être intéressées par intégrer l'informatique quantique dans des super calculateurs. Donc, comme je disais, en Europe, ça bouge aussi. Donc, on a comme ça en Allemagne plus d'une dizaine d'entreprises qui opèrent dans le secteur du quantique. Elles sont toutes citées ici. Donc, ça va de la fabrication, du logiciel, du conseil, etc. sur le sujet, des applications spécifiques comme l'imagerie. Donc, on a toute une flopée d'entreprises en Allemagne qui proposent des services divers et variés dans le domaine de l'informatique quantique. Donc, après ce qu'on a vu avec OVH et Candela, Pascal aussi qui fait son showcase, ça nous montre que côté Europe, ça bouge aussi et que on pourrait investir dans le quantique via son PEA. Donc là, je vais faire une vidéo dédiée sur ce sujet, comment investir dans le secteur quantique à partir de son PEA en vous dénichant comme ça des valeurs qui peuvent nous permettre de nous exposer à ce secteur en utilisant l'enveloppe fiscalement intéressante qu'est le PEA. Donc tout ça pour dire que ça bouge aussi en Europe. Bien évidemment, toutes ces entreprises qui sont indiquées ici, elles ne sont pas toutes cotées, mais ce qu'il faut retenir, c'est que elles pourront rentrer en bourse et qu'il y a aussi des entreprises en Europe qui sont en avance sur ce secteur. D'ailleurs, ça me fait passer à l'actualité suivante qui est le QD Summit. Donc là aussi, c'est un sommet très intéressant parce que il est à Paris, donc en Europe, et il est focalisé sur le QD, c'est-à-dire que il va parler principalement de cryptographie post-quantique. Donc ce sujet-là, il est intéressant, on va dire, d'un point de vue investissement, parce que les entreprises qui pourront proposer de la cryptographie post-quantique sans faire du quantum washing, c'est-à-dire euh, des vraies implémentations des algorithmes post-quantiques, elles vont avoir des parts de marché parce que tout le monde va se les arracher. Mais il y a aussi un sujet de souveraineté parce que ça veut dire qu'en Europe, il faut être prêt à proposer des systèmes, à mettre à jour tous nos systèmes pour ce fameux QD. Donc, c'est intéressant d'un point de vue de nous, citoyens européens, de voir que les industriels et les entreprises se mobilisent sur ce sujet. En tout cas, ce sommet, l'objectif, c'est de réunir une centaine de cadres dirigeants, donc des C-level, triés sur le volet, qui vont se réunir sur le fameux QD pour définir une stratégie contre la menace quantique. Donc très intéressant, avec des speakers de renom. Et puis on va aller jeter un œil au programme. Voilà, on va dire programme très très alléchant. On va parler du zero trust à l'ère du quantique, la standardisation. Donc ça hyper intéressant.
On va parler également de la résistance quantique et des blockchains, donc sujet que j'ai abordé également dans l'une de mes vidéos, à savoir est-ce que l'algorithme de Shor peut casser la cryptographie de Bitcoin, et bien évidemment la convergence entre l'intelligence artificielle et le quantum. Donc ça, très intéressant à suivre comme IBM a proposé à IBM a publié ses résultats trimestriels, donc les résultats du premier trimestre de l'année 2026, et des résultats en tout cas vraiment intéressants. Je vous invite à aller voir si ça vous intéresse. Mais en tout cas, les résultats d'IBM ont été salués par la presse financière parce que ils ont fait des progressions. Et moi, ce qui m'a intéressé, en tout cas dans le transcript des earnings, c'était de voir en fait est-ce que le quantum a été évoqué. Et trois choses à retenir, c'est que IBM indique, comme on peut le voir en fait sur cette phrase ici, que IBM reste sur sa trajectoire pour livrer le premier ordinateur quantique tolérant aux fautes à grande échelle d'ici 2029. C'est ce qui est indiqué. Hein. C'est ce qui est indiqué ici. Et ça, c'est Arvind Krishna, donc le CEO d'IBM, qui l'indique devant voilà des grands analystes de Goldman Sachs et Morgan Stanley, etc. C'est pas, on va dire, une promesse faite par un CEO d'une startup, mais on va dire d'une grande boîte qui vaut plusieurs milliards de dollars, qui indique qu'ils tiennent la trajectoire pour nous fournir un ordinateur quantique à grande échelle d'ici 2029. Donc, date à retenir en tout cas. Deuxième point à retenir en fait de ces earnings concernant le quantique, c'est que il y a eu des premières démonstrations commerciales réelles. Donc c'est pas la première fois que IBM fait ce type d'expérimentation. À titre d'information, ils vendent déjà, on va dire, des ordinateurs quantiques à des banques qui commencent déjà à tester tout ce qui concerne les algorithmes de cryptographie post-quantique. Donc IBM cite deux cas commerciaux, donc l'un dans une clinique à Cleveland pour des problèmes pharmaceutiques et l'autre pour la simulation de matériaux magnétiques. Comme on peut le voir ici, voilà, le deuxième c'est pour la simulation de matériaux magnétiques pour l'énergie. Donc ça, ce ne sont pas des démos, on va dire, en labo. IBM le dit explicitement que ce sont des outils fiables pour la découverte scientifique. Ensuite, le troisième point intéressant à retenir en fait de ces earnings, c'est que le Quantum Safe est déjà dans les produits d'IBM. Et ça, je le répète souvent en fait sur cette chaîne que IBM, ils ont eu une vraie trajectoire en fait sur le quantique. Le mainframe, qu'on appelle le Z, pour ceux qui connaissent pas, on va dire c'est l'un des systèmes informatiques les plus fiables au monde, vendu par IBM à plein d'industries clés, notamment aux banques, les industries où on a besoin d'une fiabilité accrue, achètent en fait ce qu'on appelle le mainframe à IBM. C'est une technologie qui tombe quasiment jamais en panne, qui est très robuste, très chère aussi. Et IBM intègre le Quantum Safe directement en fait dans le mainframe Z. Donc on voit là une vraie stratégie. On est loin du quantum washing que je décrivais dans ma vidéo sur le sujet. Je vous invite à aller la voir, mais parce que voilà, j'y donne des tips pour ne pas se faire avoir sur le quantum qui va être mis à toutes les sauces, je pense, dans les prochains mois, et c'est déjà le cas. Donc IBM, en tout cas, quant à eux, ils proposent une vraie trajectoire sur le sujet. C'est pour ça que je dis souvent sur cette chaîne que pour moi, IBM est l'une des entreprises sur lesquelles il faut miser si on veut investir sur le quantique. Donc, trois choses à retenir. IBM confirme sa trajectoire de 2025. Les premières démonstrations commerciales sont là. Le Quantum Safe est déjà en production parce qu'il est intégré dans le produit phare d'IBM qui est le mainframe Z. Par contre, ce qui manquait dans la publication d'IBM, c'est des chiffres spécifiques sur les revenus liés au quantique. Après, c'est pas étonnant parce que IBM, ils intègrent le quantique comme, on va dire, un segment en fait de leur activité. Ils intègrent en fait comme feature de leur infrastructure globale, comme on peut le voir avec ce qu'ils font avec le Z. Donc aujourd'hui, en tout cas, c'est impossible d'avoir une ligne, en tout cas quantique,
conséquentes à présenter dans des earnings, donc ils ne présentent pas, mais en tout cas, on voit quand même qu'ils ont vraiment une trajectoire bien solide là-dessus. D'autres earnings restent à venir cette semaine, dans les prochains jours. On a Google qui publie le 29, donc la semaine prochaine. On a IonQ qui publie le 6 et on a D-Wave qui publie le 12. Quant à Rigetti, eh bien, j'ai été sur leur site. Pour l'instant, la date des earnings n'est pas affichée. Mais en tout cas, on a ici en fait l'ensemble des earnings passés. Je vous mettrai le lien en description. Ça peut être intéressant d'aller regarder si vous êtes exposé à cette valeur ou que vous avez l'intention de la mettre en portefeuille. Ensuite, on va terminer cette revue d'actualité par les valeurs. Il n'y a pas grand-chose à dire. Après le run spectaculaire de la semaine dernière, elles sont toutes en pleine digestion sous fond d'instabilité géopolitique. Donc, on n'a pas vraiment, on va dire, grand-chose à dire. IonQ, voilà, qui est toujours dans cette fameuse box qui, pour moi, est une zone intéressante de support. Donc, enfin de résistance plutôt. Donc, à voir si elle va sortir facilement en fait de cette box comme elle y est rentrée, mais à suivre. Quoi qu'il en soit, quand on regarde le graphique en fait, on va dire sur plusieurs semaines, la tendance baissière est toujours présente. Lorsqu'on sortira durablement de cette zone, on pourra dire qu'on a cassé on va dire cette tendance baissière, mais pour l'instant c'est toujours le cas. On a les mêmes patterns en fait sur les autres entreprises du secteur. Donc Rigetti c'est pareil, digestion. D-Wave pareil, digestion aussi. Quant à Google, on va dire c'est carrément une autre trend. Donc Google en forme olympique depuis plusieurs semaines. Après, si le conflit en Iran continue et qu'on rentre en fait dans une inflation ou dans une stagflation, eh bien, IBM, enfin Google pourrait corriger. Donc moi, je me positionnerais en tout cas si on revient dans la zone ici. Mais en tout cas, Google, belle valeur pour s'exposer sur le secteur du quantique. Je vous le dis assez souvent en fait sur cette chaîne parce que pour moi, c'est l'un des meilleurs sur le sujet, aux côtés d'IBM, bien évidemment, pour se positionner à la fois sur l'informatique quantique, mais également sur l'intelligence artificielle. IBM, pas grand-chose à dire, donc malgré leurs résultats excellents, pour l'instant, ils sont toujours dans ce range ici, qui est une zone clé. On peut le voir en fait directement sur le graphique. Donc, si cette zone en fait elle ne tient pas parce que le support il lâche, on pourrait se retrouver ici. Et à ce moment-là, pour moi, ce serait un signal d'achat sur IBM. Quoi qu'il en soit, quand on regarde sur le long terme, IBM, c'est quand même une valeur qui est haussière à long terme. C'est une entreprise solide qui a des résultats excellents, qui est à la fois sur le quantique et l'informatique et l'intelligence artificielle. Donc, IBM, ce serait une valeur intéressante à rentrer en portefeuille pour jouer ces deux thématiques. On termine sur SealSQ. SealSQ, donc ça, c'est une petite valeur que j'ai rentrée dans mon portefeuille il n'y a pas très longtemps. Je suis rentré à 2,11 $. Donc, pareil, en fait, il faut faire très attention à ce genre de valeur. On voit bien que après son entrée en bourse via SPAC, ça a été la dégringolade et on le voit sur toutes les valeurs en fait de ce sujet. Je l'indique dans ma vidéo sur le SPAC. C'est entrer en bourse en fanfare, patatras, on dégringole, on fait un range de l'enfer pendant plusieurs mois avant de repartir si le marché estime qu'on a des résultats intéressants. Donc, si les SKU valeurs à suivre, ils sont spécialisés dans la cryptographie post-quantique. Donc, pour moi, c'est un sujet intéressant. Donc, je l'ai rentré en portefeuille. Mais encore une fois, les valorisations de ces entreprises, elles sont tellement délirantes qu'il faut faire très très attention à vos allocations pour ne pas vous faire plumer. Et c'est d'ailleurs le sujet de ma prochaine vidéo, les survalorisations dans le secteur quantique, qui arrive comme une trilogie avec la vidéo sur le quantum washing et le SPAC. On aura la trilogie, on va dire, de l'investisseuse quantique après la trilogie du samedi soir, pour vous donner toutes les billes pour choisir une entreprise dans ce secteur et ne pas vous faire plumer. Donc, je vous donne rendez-vous mardi pour la vidéo sur les survalorisations et d'ici là, passez un excellent week-end.